Oyez, oyez, on a besoin de vous, la communauté 0+0. Vous êtes 38 000 et en fait, on se rend compte que là, déjà la semaine dernière, on avait un problème de son. Je sais pas, à mon avis, il y a une personne qui peut nous dire. C'est ça, qui peut nous dire si y a du oui son, ou non, il y a du son et ça y est, est-ce que vous nous entendez les amis? Bon, écoute, on va commencer un petit peu, Paola, avec notre super pédopsie. Est-ce qu'on est maudite ou non? En tout cas, nous, on a un super sujet à aborder aujourd'hui. On espère que vous allez l'entendre cette fois-ci. C'est comment aider son enfant à s'épanouir et être en confiance dans la société dans laquelle on est. Si vous pouvez nous dire juste si vous nous entendez, ce serait super, ça nous aiderait beaucoup. On attend vos commentaires. Donc on a commencé tout à l'heure, mais personne nous entendait et effectivement on parlait donc de l'enfant tout petit qui commence avec sa tétine, son doudou, parfois son pouce, qui ensuite, ça y est, ses traits de caractère commencent à se former. Bien sûr. On observe que parfois il est timide, extraverti, qu'il manque de confiance en lui. Et en introduction, je disais effectivement que finalement, on avait tendance parfois à pointer un peu du doigt. On a le son, génial, cool. Je viens de le lire, c'est génial. Donc je disais oui, parfois on a tendance à pointer du doigt les petites choses qui nous titillent quand on regarde notre enfant. On dit mais pourquoi t'as peur, pourquoi t'es timide, etc. Je pense qu'on oublie, mais ça c'est normal, tous parents, que juste notre enfant nous observe et qu'il regarde ce qu'on fait, qu'il est à l'image finalement de ce qu'il observe et qu'il faut aussi que nous on soit épanouis pour que finalement il soit épanoui, j'imagine. Exactement. En fait, on est le reflet de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils sont. Donc effectivement, si on est timide, ils auront tendance à être timides ou alors en réaction très extravertie. Donc l'idée, c'est avant de remettre son enfant en cause, entre guillemets, on se dit que c'est peut-être nous aussi qui avons une part à jouer dans la manière dont ils vont se comporter. Ok, finalement, que vous n'ayez pas le son, ça aurait peut-être été bien parce que si on commence comme ça, on va vite se démoraliser en se disant non, finalement, si mon enfant a un problème, c'est peut-être moi qui ai un problème. Alors, on déculpabilise, toujours. D'accord. On est parents, donc on sait exactement ce qu'on fait. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est parents, on est des parents géniaux. Bon, ça va alors du coup là. Et en plus, tu vas nous donner des super astuces pour justement se dire ok, tout va bien. Donc l'idée, c'est pas de culpabiliser, c'est de nous aider. Donc ça, c'est vrai. C'est fait. Ok, c'est bon. Ensuite, si on commence par le début du début, c'est vrai que finalement, un petit enfant, il sort du ventre de sa maman, paf, propulsé dans un monde cruel et difficile. La jungle et on se rend compte que ça doit être compliqué quand même de prendre conscience de son être, être près de sa maman mais pas trop, on nous demande beaucoup, il y a de l'apprentissage, etc. Et pour l'aider souvent, on lui donne un petit objet qui est le doudou, qui sent très très mauvais souvent, la tétine gluante ou parfois le pouce qui est complètement mangé. Alors ces petits objets qu'on appelle objets transitionnels, ça sert à quoi? C'est quoi exactement? Alors à part des nids à bactéries, c'est ça, à part des nids à bactéries. Voilà. En fait, ce sont justement comme tu viens de le dire, très justement, ce sont des transitions. Alors il faut distinguer l'objet transitionnel de ce qu'on appelle le petit objet qui va apaiser l'enfant au tout début de sa vie. C'est-à-dire qu'on sait que dès sa vie intra-utérine, quand il est dans le ventre de sa maman, on le voit aux échographies, souvent les petits enfants sont en train de téter leur pouce. Voilà. Donc ce sont des réflexes naturels de succion. Donc quand il va sortir, on va lui donner une petite tétine parce qu'il en a besoin. D'accord. Et puis en fait, cet objet, à partir du moment où on va le donner pour apaiser lors d'un chagrin, et plus dans le cadre de la succion naturelle du réflexe, et à ce moment-là, on va l'appeler l'objet transitionnel. Il va faire la transition entre la maman et le monde extérieur. Ça paraît beau comme ça, mais en magnifique. Fait, on s'en fait tout un monde de ces petits objets, parce que parfois ça devient obsessionnel. C'est un objet de controverse. Alors, donc, c'est pas très grave si on leur donne. Pas du tout. Puis en même temps, ça fait aussi partie de la société. On voit bien le doudou, on en parlait juste avant, mais c'est vrai que le doudou, on le voit souvent dans tous les dessins animés, ou Petit ours brun, etc. Donc bon, ça fait partie quasiment de l'identité de l'enfant. Et justement, l'idée, c'est pas qu'il soit là. Ça doit pas être un automatisme. Alors, il y a deux écoles. Il y a les gens qui veulent surtout pas donner ni tétine ni doudou, et puis il y a les autres qui disent mais si, c'est formidable parce que grâce à ça, mon enfant pleure moins. Donc, il faut savoir en fait distinguer l'utilisation normale qui reste de l'ordre de l'apaisement classique de l'utilisation addictive. Quand ça devient addictif, c'est moins bon. Il y a souvent la problématique et la question des utilisateurs. Donc allez-y, posez-nous des questions les parents. Mais quand est-ce qu'on doit arrêter?
Est-ce qu'il y a une deadline? Alors, il n'y a pas la deadline, c'est pas le Ok, jour le de truc. ces 3 ans, on doit arrêter. Mais on dit qu'aux environs de 3 ans, ça serait pas mal que l'enfant puisse arrêter ces petits objets transitionnels. Parce qu'en fait, c'est le moment où il va aller explorer le monde extérieur, il va se sociabiliser. Et donc, souvent, c'est là aussi où intervient les copains à l'école, voilà, la scolarité. Donc, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où il va s'ouvrir vers l'extérieur, il n'a plus besoin de rester en lien avec un lien trop important chez sa maman. D'accord. Et justement, comment on l'aide à arrêter? Parce que ça aussi, c'est... Est-ce que tu as un truc... J'ai l'astuce du siècle. Yes, vous êtes là pour quelque chose, vous allez apprendre un truc génialissime. Voilà. C'est top. Alors, on est à peu près d'accord que toutes les femmes de cette planète sont fans de chaussures? Normalement, c'est sûr. Voilà, à chaque fois que c'est je pose sûr. la question, Ouais. on me dit c'est bon, ça oui. Ouais. Et en plus, c'est bien parce que ton astuce, ça va nous aider à acheter d'autres paires de chaussures. C'est une excuse. C'est très bien. C'est très Voilà. Et puis si la maman n'est pas fan, le papa est forcément fan lui aussi. Enfin, donc voilà. Donc l'idée c'est de trouver chez soi une boîte à chaussures. Et là vous vous dites, mais à quoi ça peut bien me servir la boîte à chaussures et quel est le lien avec ce fameux doudou? Et bien en fait, on va créer ce qu'on appelle une maison pour doudou. Waouh. On prend une boîte à chaussures, on va proposer à l'enfant en fait de la customiser. Donc il va la peindre, il va faire des portes, vous pouvez découper des fenêtres. Enfin, super. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose de sympa, ludique. Excellent. Et que ça puisse même être joli en fait. C'est trop chouette. Et donc cette petite boîte à chaussures va devenir une maison pour doudou. Et donc on va expliquer à l'enfant de manière très simple qu'en gros quand l'enfant grandit, le doudou aussi a grandi avec lui. Et qu'il y a un moment où ce doudou lui aussi a envie de retrouver sa petite maison. Et donc il existe un monde merveilleux des doudous. Et donc ce doudou va se retrouver dans sa petite boîte à lui et donc sa maison pour doudou. Et au fur et à mesure, on va poser ce petit doudou au bas du lit et puis petit à petit, on va le décaler, c'est-à-dire ça va le placer sur le bureau et puis après, il se trouve que la maison pour doudou va atterrir en haut d'une armoire. Dans le grenier ou dans la cave. Exactement. C'est génial. Et donc l'idée, c'est graduellement d'enlever d'abord le contact physique, puis après le contact visuel du doudou et l'enfant s'en sépare de manière très positive et simplement. Plutôt que d'un truc qui va être un peu violent, où on dit non, je te jette ton doudou, et alors là, ça crée un traumatisme, c'est un vrai traumatisme. Ouais. Donc ça, c'est pour les doudous. Et puis pour les tétines... Justement, les tétines, ça marche aussi? Alors, tu peux faire une maison pour tétines, complètement. Alors, les tétines, on les fait moins vives que les doudous, donc c'est vrai qu'en général, je propose plus la maison pour doudou et pour les tétines. Alors souvent, tous les parents ont joué sur le côté, genre, le Père Noël va venir, tu mets tes tétines, alors soit on peut le mettre sur le sapin, comme un petit objet trop sympa. Sympa, ouais. Sympa. Et puis après, on le jette avec le sapin. Soit on se dit, voilà, en fait, chaque tétine que tu auras posée sous le sapin, tu auras un cadeau. Alors là, les enfants, je te dis pas, ils font un grand ménage et ils essayent d'en trouver un max pour les donner au Père Noël. Ouais. Donc voilà, il peut y avoir des arbres à tétines, enfin tout peut exister. L'idée, c'est toujours de le faire de manière ludique, que l'enfant participe. L'accompagner, c'est ça. Exactement. Et puis, il faut que l'enfant participe à son détachement. C'est super. Donc, ça fait un bel atelier. Bon, ok, ça, c'est le tétine. Est-ce qu'on nous voit? Oui, on nous voit. Tout va bien. Voilà, c'est les aléas du direct. Vous nous entendez toujours, tout va bien. On a un problème quand même avec le pouce. C'est bien beau, mais le pouce, on peut pas le mettre dans une boîte. Le pouce, il n'y a pas de boîte. Ouais. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le pouce, on le coupe. Non, alors déjà, d'entrée de jeu, en fait, on va essayer d'éviter de donner le pouce à un enfant. C'est-à-dire lui dire, non, prends pas la tétine, mets ton pouce. C'est pas très bon. Donc, on évite dès le début de lui donner le pouce parce que le pouce, effectivement, c'est un peu compliqué de s'en détacher. Okay, donc, et puis, on peut le lui expliquer. Alors, souvent, ça se fait de manière un peu brutale avec les dentistes. Donc, les dentistes disent, non, si tu mets ton pouce, t'as les dents qui vont être comme ça, machin et tout. Donc, l'idée, c'est de dire, écoute, avec le pouce, c'est pas une très bonne chose. Ça peut te faire mal au palais. Et puis, voilà, on joue un peu là-dessus. Et mettre, c'est violent aussi, mais c'est comme... T'as le vernis qui est très mauvais. On peut aussi le mettre. Maintenant, il y a des enfants qui s'habituent complètement à ce goût-là. On peut le mettre pour ne pas qu'ils se rongent les ongles, de la même manière qu'on peut le mettre pour ne pas qu'ils sucent leur pouce. L'idée, c'est en fait qu'ils soient complices aussi de cette séparation. C'est pas qu'on les force en fait à faire quelque chose qui va les dégoûter. Oui, je comprends. Là, du coup, on a des réactions évidemment de parents qui disent que c'est pas si simple quand même. Parfois, c'est compliqué. La boîte, ça se fait pas du jour au lendemain. L'idée, c'est pas de dire ok, ça y est, on va construire une maison et le doudou va habiter tout de suite dedans. C'est un peu comme finalement les enfants qui, au fur et à mesure, sortent du cocon familial. Hein, on fait tout de façon on prend notre temps, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, il y a souvent l'idée que la tétine, c'est vrai que ça peut aussi soulager
les fameux mots de dents, et puis les t'as dents surtout percent. une petite zone érogène qui est sympa ici. Ah oui, carrément. Oula, Ouais. ça y est. On est dans le Là. psy. On est Ouais, dans le pur psy, voilà. Formation Ah oui, psy. t'as une zone érogène, donc c'est pour D'accord. ça que... Ah bah oui, c'est pour ça que c'est si sympa la tétine. Ok. Ouais. Mais on évite toujours la manière addictive, l'utilisation addictive de ces objets transitionnels. Ok. Donc en tout cas, ça passe du jour en main. Enfin, c'est vrai que je me disais finalement en préparant le sujet, je me disais, enfin, en même temps, j'ai jamais vu un enfant de 15 ans débouler à l'école avec son pouce, la tétine dans le sac à dos et le doudou accroché. Eh ben, Donc, détrompe-toi. Tu en connais même toi. Non. Ouais. Je vous rassure, c'est pas moi. Tout va bien. J'ai pas du tout planqué dans mes sacs. Qui Non. Eh ben, Loana et Stevie oui, de oui, la story à oui, l'époque. tu as 1000 fois raison. Eh oui. Et d'ailleurs, ça nous Loana, leur elle donnait arrive un avec petit... son petit, Bah oui, je me son souviens. petit doudou. Et puis Stevie, c'est vrai que Stevie c'était aussi. un petit bourricot, je crois, Je sais bourriquet, plus si c'est c'était comment il s'appelle, enfin bourriquet, bref, bourriquet, exact, c'est ça. Mais en même temps, ça leur donnait justement un côté un peu mignon, un peu sympa. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs toute la France entière s'est attachée à ouais, je eux me souviens particulièrement, mais parce que justement on les a identifiés comme étant des enfants. D'accord. Et donc effectivement, le côté je conserve mon objet transitionnel montre qu'il y a quelque chose encore de l'ordre de l'enfance. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer ce cap-là pour pouvoir devenir un peu adulte. Et d'ailleurs, il y en a une qui nous dit à 16 ans, j'ai arrêté mon pouce. Bah ouais, ça devait pas être facile. Non, mais c'est difficile. Mais de la même manière qu'on peut pas demander à un enfant d'enlever sa tétine ou son doudou si quand la maman me dit mais moi j'ai encore gardé mon doudou et puis il est sur mon lit mais je dors pas avec. Oui, mais votre enfant a vu que à votre âge c'était encore possible de garder un doudou. Forcément. Donc l'idée c'est quoi qu'il en soit, on l'enlève. C'est pas que c'est catastrophique de le conserver, mais c'est pas bon pour le développement affectif et social du jeune enfant. Ça peut retarder les choses. Après, c'est important dans les relations amoureuses, en fait. C'est souvent ça. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de difficultés à se détacher de ses parents. Donc après, ça arrange certains parents, mais sinon, il vaut mieux en fait. Si on veut faire des bonnes choses pour son enfant, autant le faire tôt. Exactement. Alors on en arrive justement au second sujet, qui est l'enfant qui grandit, qui devient évidemment un peu plus autonome. On voit chez tous les enfants des traits de caractère qui commencent à sortir. Ouais. On voit parfois sa timidité un peu effrayante. Au contraire, il est très extraverti, hyperactif, il veut tout mener. Est-ce qu'on a là encore pas tendance à tout de suite faire des affirmations en disant mon enfant est timide, mais moi je l'ai entendu de ma propre voix sortir non mais franchement elle est timide, on va la laisser etc. la voler, ouais. Et du coup à force de le dire aussi, de le façonner, est-ce qu'il faut pas faire attention un petit peu aussi à ce qu'on dit et pas affirmer les choses? Complètement. Quand tu dis quelque chose à ton enfant, en fait, c'est comme si tu lui collais déjà une étiquette. En gros, si on lui dit toute sa vie, oh là là, cet enfant, elle est trop jolie, comme elle est jolie, comme elle est jolie, et qu'en fait, on lui donne jamais, par exemple, la notion de l'intelligence, de l'épanouissement, plein d'autres trucs, plein d'autres qualités qui existent à part la beauté, et bien cet enfant va grandir avec l'idée qu'elle est juste, entre guillemets, jolie. Et donc elle va dire moi plus tard je vais en fait cultiver que ma beauté et pas le reste parce que j'ai entendu toute ma jeunesse que j'étais jolie. Et puis par comparaison un autre enfant à qui on aura dit comme il est intelligent cet enfant, lui il va penser qu'il est que intelligent, donc il va penser études et donc en fait on aura oublié de leur donner les clés pour s'ouvrir sur d'autres horizons possibles. C'est tellement vrai ce que tu dis, le poids finalement de ce qu'on c'est très important de ne pas cataloguer un enfant de la même manière qu'il vaut mieux ne pas lui dire tu n'es pas gentil. On lui dit pas ça, mais on peut lui dire ce que tu fais là n'est pas gentil. Ça c'est très gentil. Voilà, ça on évite parce qu'en fait c'est tout de suite lui donner une image et en plus souvent c'est un peu horrible, mais ce sont des images qui peuvent le poursuivre pendant très très longtemps. Par exemple, une jeune fille qui était capricieuse quand elle était bébé, elle peut avoir 30 ans et ses parents vont toujours dire de toute façon toi t'as toujours été capricieuse, et en fait elle est plus du tout capricieuse, elle a complètement changé et elle ça va la ronger et ça ne va pas l'aider. Exactement. Et donc c'est vraiment important de ne pas donner d'étiquette aux enfants. Ok. Même ça aux parents. déjà, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Tout le monde peut changer et évoluer. Ouais. Alors après, c'est vrai quand même qu'il y a des enfants, même s'il ne faut pas dire il est timide, on voit bien que c'est un peu plus compliqué pour lui de se présenter à des spectacles, etc. Qu'au contraire, si on a un enfant qui est hyperactif et qui aime bien mener les choses, il va avoir tendance à vouloir toujours être en groupe et à dire c'est moi qui commande, c'est moi qui fais.
comment est-ce qu'on peut faire pour soit justement temporiser un petit peu ce caractère extraverti, ou justement affirmer un peu plus, l'aider à lui dire ok, je te mets le pied à l'étrier, t'inquiète pas, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on fait ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale. Alors, vous êtes capable de le faire vous à la maison, vous n'êtes pas obligé de venir chez un psy. C'est ça qui est pas mal, c'est que c'est gratos. Ça, c'est bien. Encore un conseil gratos. C'est ça. Donc, l'idée, en fait, c'est d'amener l'enfant à faire quelque chose de manière très graduelle. Donc, premièrement, on démarre. Donc, on va prendre un exemple de l'enfant qui n'a pas envie de monter sur scène pour le spectacle de fin d'année. Et en plus, parfois, on peut vraiment le comprendre parce que c'est même angoissant, même pour un parent. Bon. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, tu vas en retirer un bénéfice secondaire. Donc, d'abord, on va s'entraîner à la maison, puis on va s'entraîner à l'école, puis en fait, on va y aller graduellement, petit à petit, on va lui montrer ce que c'est d'aller sur scène et puis ce qu'on peut en retirer. Donc, on peut soit nous lui offrir un petit cadeau pour le féliciter, soit lui expliquer qu'en fait, il y a un bénéfice à tout ça, c'est regarde, tu vas voir, tout le monde va t'applaudir, tout le monde va reconnaître ton talent parce que t'es super, parce que machin. Et donc en fait, lui amener la chose sous un angle différent plutôt que de c'est comme si tu te retrouvais à poil sur une scène. L'idée c'est de changer en fait cette version. Ouais, c'est pas mal. Tout le monde a eu ce cauchemar en tête, et donc l'idée c'est vraiment de lui montrer qu'il n'y a rien de terrifiant, lui montrer quelque chose de positif dans ce que lui voit de négatif. Donc c'est d'anticiper l'événement. Complètement. Beaucoup, par exemple, si aussi on a... C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment expliquer le truc petit à petit. C'est ça, on a des cas, par exemple, mon enfant est invité à un anniversaire où j'invite un enfant, on en a toujours un qui est hyper timide. Exactement. Alors il y a soit le parent qui est limite là à le pousser en me disant mais vas-y, ou alors on a l'enfant, le parent qui est là à le tenir en disant vous savez il est timide, moi je vais y aller hein. Non mais j'y vais. Puis en fait il est là, au bout d'un moment si vous voulez une part de gâteau, en fait. Voilà c'est ça. En fait c'est anticiper, donc lui parler de cet événement, lui dire ça va aller, etc. Et puis une fois qu'on y est, douceur. Ce qu'on peut faire, en fait, pour tous ces événements-là, on peut par exemple s'entraîner à la boulangerie. C'est-à-dire qu'on emmène l'enfant à aller à la boulangerie. Donc le premier jour, on va avec lui dans la boulangerie et puis on lui dit juste de tendre l'argent, par exemple. Le deuxième jour, il va à la boulangerie, il tend l'argent, il reprend la monnaie. Troisième jour, il doit ouvrir la bouche et dire bonjour. Quatrième jour, il dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette? Et puis il continue, en fait, tout ce qui a déjà été acquis, donc c'est-à-dire il donne la monnaie, il rend la monnaie, tout ça, on le rajoute à bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette? Merci. Et puis la dernière étape, c'est tu rentres tout seul, je t'attends devant la boulangerie, tu rentres, tu demandes toi la baguette, tu prends la monnaie et tu ressors et je t'attends dehors. Et là c'est génial, je suis trop fière. Enfin voilà, on fait tout un truc derrière pour montrer que exactement que cet enfant est capable de. Mais justement, on en arrive à la confiance en soi. C'est un vaste sujet, presque philosophique. Exactement. Alors la confiance en soi, c'est difficile. On le sait déjà pour nous adultes, hein, on a déjà du mal. Alors, j'imagine même pas quand on est enfant, c'est dommage. On se souvient pas en fait de comment on était. Il y en a qui s'en souviennent. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui s'en souviennent. Mais c'est difficile d'acquérir une confiance dans tous les domaines. Là encore, est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour aider un enfant à avoir confiance en lui? Alors déjà, je te refile le paquet, et alors boum, prends-le. Pas. Alors déjà, pour qu'un enfant ait confiance en lui, il faut jamais l'obliger à faire quelque chose. Il faut surtout pas le forcer, parce que sinon on risque de le braquer. Pareil pour un adulte, on n'a pas envie d'être forcé à faire quelque chose, donc c'est la même chose. Et puis l'idée, c'est toujours de parler, de s'exprimer, d'essayer de comprendre pourquoi. Et puis il y a surtout une recette magique. Encore une deuxième. Genre une potion dans laquelle tu vas tourner trois ingrédients. C'est pas le 4K. C'est le tiers-temps. Tiers-gâteau, le tiers-temps. Exactement. Alors les 3 éléments que tu dois mettre sont, et tu vas les retrouver après dans une seule phrase: l'autonomie, la présence et la confiance en l'autre. En gros, ça veut dire, donc on est dans un jardin d'enfants et l'enfant a peur d'aller, on va donner un exemple tout bête, sur le toboggan. Et donc l'idée c'est de lui dire, vas-y, tu en es capable, j'ai confiance en toi et je suis là si jamais il se passait quelque chose. Vas-y, tu en es capable. Donc, vas-y, je te donne cette autonomie. Tu en es capable, j'ai confiance en toi, la confiance. Et je suis là si jamais il y avait un souci, la présence. Donc, ces 3 ingrédients mêlés font que de toute façon, c'est la meilleure formule pour donner confiance à un enfant. Ah oui, et c'est vrai qu'en fait, ça paraît si simple quand tu le dis comme ça. Et c'est vrai quand on observe les comportements des mamans, et si on pouvait s'observer soi-même,
on voit bien, le parc, c'est symptomatique. C'est-à-dire qu'on a toujours des mamans qui sont là, l'enfant n'est pas monté, qu'on met déjà... Les bancs ont été désertés, en fait, avec les années. Il y a des bancs, en fait. Je sais pas si t'as déjà fait attention. C'est vrai. Et au fait, au fur et à mesure, les bancs ont été désertés. Et moi, je plaide pour que les bancs reprennent leur place, quoi. Mais c'est vrai. Que les parents se rasseyent sur le banc. Mais je vais te donner même une astuce dans un couple. Tu as ces mêmes 3 petits ingrédients pour donner confiance. Ouais. pour donner confiance à l'autre. Par exemple, tu veux que ton mari descende les poubelles. Oui. oui. Tu vois, le truc qui est bien le faire. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Mais vous avez besoin que votre mari descende les poubelles. Dis-nous donc. Donc, on redonne, pareil, autonomie, confiance et présence. Chérie, je sais que tu es capable vraiment de descendre les poubelles. Et quand tu le fais, ça me procure une telle sensation je suis tellement libérée et puis ça me soulage, tu sais pas le bien que ça me fait. Donc là je caresse dans le sens du poil. Donc génial. Si tu veux bien le faire, ça me ferait encore du bien. Et là votre mari vous dit écoute, poubelle, je nettoie la cuisine, qu'est-ce que tu veux, je vais nettoyer ta voiture, il y a un autre truc que je peux faire pour toi. Donc voilà, l'idée c'est que l'autonomie, cette présence et cette confiance en l'autre peut apporter de la confiance en soi. Et là, il enfile sa cape de super là, héros. Il y va. Il bombe le torse et il y va. Et là, c'est bon. Ça a testé, je trouve ça génial. Donc, sur l'idée de la confiance, on a quand même parfois, parce que là encore, c'est pas aussi simple que le sommeil qu'on abordait la semaine dernière, l'alimentation, etc. On a parfois des enfants qui presque obsessionnellement disent toujours la même chose, mais je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, c'est trop difficile. Il faut parler, rassurer, une centaine. Ça peut être sans fin, effectivement. Sans fin. Et toujours avec ces 3 mêmes ingrédients. Je sais que tu peux y arriver, je suis là s'il y a un souci, ne t'en fais pas. Bon, il n'y a que ça à faire, entre guillemets. Et puis, si vraiment, toujours pareil, si vraiment ça devient très problématique, si l'enfant est vraiment bloqué, on essaie de comprendre son blocage. Et puis si on n'y arrive pas par soi-même, il n'y a aucun souci, on demande de l'aide à une autre personne. Ouais. Donc ça vaut la confiance en soi, ça vaut aussi justement pour le sommeil, parce qu'on revient toujours à ça, qui est la problématique des parents, et je le comprends, je le vis aussi, vous inquiétez pas. C'est donner confiance en lui en disant tu es capable de t'endormir. Tu es capable. Tout de la même manière que, en fait, avant de lui dire qu'il est capable, il faut voir si toi aussi tu en es capable. Parce qu'en fait, c'est pas seulement lui qui va être capable d'accomplir une tâche, une chose merveilleuse, c'est aussi toi qui peux aussi lui montrer que tu es capable de le laisser y aller. Je suis tellement ravie quand elle doit se coucher. J'adore ma fille, mais il y a un moment donné. Parfois, en fait, toi-même, tu en as fait un sujet. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que moi, j'en ai fait un sujet? Exactement. Est-ce que finalement, il faut pas que je lâche aussi un peu la bride? Voilà, il y a tout un... Il faut se recentrer sur soi-même et se dire, ok, comment je me comporte et qu'est-ce que je dois faire pour que finalement mon enfant ne s'enfreigne pas et ait confiance. Exactement. Il y a une question aussi qui vient dans le manque de confiance. Forcément, on est toujours aussi à se jauger par rapport aux autres, à se dire, tiens, j'ai pas confiance, c'est une conséquence parce que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui arrive très bien. Alors ça vaut aussi pour les adultes. Ouais, bien sûr, pour les enfants, en fait, évidemment, on regarde ses petits copains, on se dit mais lui il arrive à lire, ou par rapport à ses frères et sœurs aussi. Je comprends pas, il y arrive très bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile aussi. On n'y arrive pas tous au même moment, à la même vitesse. Alors en fait, on est nous êtres humains déjà capables de se flageller très très bien. Donc en fait, on va éviter nous parents de le faire avec nos enfants. Ouais, c'est ça. On sait déjà se comparer aux autres, donc évitons de comparer nos enfants en fait aux autres. Que ce soit au sein d'une même fratrie ou au sein de l'école ou avec des copains à un anniversaire. Enfin, vraiment, on évite ce côté où on est déjà en train de cataloguer les enfants, leur mettre la pression pour qu'ils soient à telle vitesse, pour qu'ils soient de la même manière que l'autre enfant. Il y a autant de caractère qu'il y a d'enfants et autant de vitesse d'apprentissage qu'il y a d'enfants. Donc on évite de toujours leur dire t'as vu ton frère il fait comme ci, t'as vu ta soeur elle fait comme ça, t'as vu le cousin, le copain, le machin, enfin fait comme ça, parce qu'en fait l'enfant est d'abord capable de s'en rendre compte par lui-même plus tard. Donc on va éviter déjà de lui faire ça, et puis ensuite l'enfant a besoin de son temps, de son timing, donc on le laisse avancer
à son temps et À son son timing. rythme. Exactement. Et puis, si vraiment on s'aperçoit qu'il y a une difficulté, ce qu'on appelle dans les apprentissages, de type orthophonique à l'école ou des choses comme ça, ou psychologique, et ben on consulte, on fait un test, on vérifie, mais dans un premier temps, surtout on évite de lui mettre trop de Et c'est pas grave. Et c'est toujours absolument une pas grave. solution. Il y a des Toujours. enfants qui vont commencer à parler à 3 ans et en fait ils vont parfaitement parler à 3 ans. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps, il y en a qui auront parlé déjà à 1 an et demi. Enfin, la propreté, le langage, l'apprentissage, il y a tellement de sujets et tellement de rythmes qu'on les laisse aussi faire comme ils ont envie. Ouais, et alors je suis ravie de faire ces lives, je trouve ça génial parce que j'apprends beaucoup aussi. Je pense aussi que le fait de parler, enfin c'est bête, mais on a l'impression que tout de suite c'est gravissime quand on dit qu'on a un problème avec notre enfant, alors que c'est pas un problème, c'est juste un quotidien normal que tous les parents du monde vivent ou ont vécu. Le fait de communiquer, ça aide à relativiser, forcément. Du coup, à dédramatiser. Du coup, à prendre du recul, à plus s'observer, à être moins dans le moment, etc. Donc, je pense, voilà, il faut beaucoup communiquer. Si on devait reprendre un petit peu et résumer ce qu'on a dit, donc si on reprend, l'idée c'est de ne pas dire tiens mon enfant a tel trait de caractère et de cataloguer. Exactement, il ne faut pas qu'il y ait un âge, une acquisition, une manière d'être. On arrête de lui imposer en fait les schémas sociaux, culturels, la pression sociale. Si votre enfant a envie de s'habiller avec une robe sur un pantalon, et ben j'excuse la maîtresse d'ailleurs de ma fille parce que c'est ce que j'ai fait. Et ben on lui laisse mettre la robe sur le pantalon parce que en fait ça évite une dispute et puis on s'en fout quoi. Génial, c'est vrai en fait on s'en fout. Mais ouais, vivre quoi, juste respirer, aimer. Je pense qu'elle a mis 5 couleurs différentes ce matin rien qu'en haut. Et ben on s'en fout. Je trouve ça génial du coup, c'est très bien, ça lui donne on des dédramatise goûts ou pas d'ailleurs, mais voilà on s'en fiche. Donc on dédramatise, on communique, on se dit aussi que son enfant finalement il nous observe, il regarde. Exactement. Donc ça nous permet aussi de prendre le temps pour nous, finalement. On écoute ce tiers, là, ce petite astuce que tu nous as donné du tiers. Du tiers, voilà, exactement, la petite potion magique. Un dernier petit truc qui peut être intéressant, j'ai souvent des parents qui me posent la question, savoir, je comprends pas, mon enfant n'a pas de copain. Alors déjà, c'est pas un problème, parce qu'il a tout le temps d'en avoir. Ensuite, où est-ce qu'on place la barrière? Est-ce qu'il faut en avoir un ou est-ce qu'il faut en avoir 15? Est-ce qu'il faut en avoir 100? Aujourd'hui, avec Facebook, on a tendance à accumuler. Mais en fait, un bon ami, ça suffit déjà. Donc ça, c'est important. Et puis, la dernière astuce, c'est effectivement, si vous n'invitez pas d'amis à la maison, si vous ne sortez pas, si vous n'avez pas vous-même de relations sociales, vous pouvez pas demander ça à votre enfant. Ouais, c'est important. Et là, du coup, c'est d'autant plus important, j'imagine, quand l'enfant est unique aussi. C'est important d'attendre tout le temps pour le couple, mais aussi pour l'enfant. Ouais. Et pour qu'il y ait un enfant, il fallait qu'il y ait un couple. Donc, pour que l'enfant soit épanoui, il faut que le couple soit épanoui d'abord. Bien sûr. Ok. Merci pour tous ces petits conseils. Donc, je lis les commentaires, évidemment. Alors, tout le monde voudrait qu'on réponde à tous, évidemment, à sa vie plus personnellement. C'est compliqué de répondre au cas par cas. Simplement si ça peut vous donner des petits tuyaux, des petites astuces pour mieux vivre les situations, on aimerait répondre à tout le monde. Continuez à nous poser des questions, ça nous aiguille aussi dans les sujets qu'on va aborder et on a plein de lives encore prévus. Mais voilà, on est là, on vous écoute, on vous aidera de plus en plus et on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. Partagez nos vidéos, likez, parlez de nous de 0+0 et retrouvez-nous sur l'application mobile, c'est gratuit. Et tu as raison, Aola, on n'est jamais mieux servi que quand on s'appuie de choses et de livres. Je le mettrai dessus, mais on a des livres qui peuvent vous aider. Là, c'est le développement affectif et social du jeune enfant, donc Anne Baudy et Bernadette Céleste. Voilà, qui donne plein de petites clés. Je trouve qu'il est pas mal fait. Il est bien fait. Ouais, on n'est pas dans le truc psycho. Non. Okay. Et puis quand on lit un truc, il faut toujours se dire on déculpabilise, ça va. Ça se passe bien. Alors celui-là, si vous avez des problèmes d'endormissement, plus dur. C'est génial. C'est psycho. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on met à peu près 2 ans pour le lire, mais c'est bien, c'est bien. C'est l'attachement et perte de John Bowlby, qui est genre la bible de l'attachement. Et donc en fait, comme on a traité aujourd'hui des tétines doudou, c'est l'attachement pur et dur avec ce qui peut générer derrière des angoisses de séparation. Et puis, si c'est plus problématique, des angoisses de mort. Donc
Au moins, on aura plein d'idées là-dessus. Ouais. Ok, bon, Voilà, on va on finit sur une éviter. touche beaucoup plus positive. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà bien réduit le livre à la moitié. Voilà, on vous a bien aidé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur 0 plus 0. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain avec live. plaisir. Merci encore à vous. Et désolé pour les aléas du live. Il y a des petits trucs techniques qui viennent se... On va y arriver. On va y arriver. La prochaine, On elle va aura être du son. nickel. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. revoir. Au revoir.